Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette séance de proba consacrée à le calcul de l'espérance par la formule de transfert, puis au calcul de la variance, qui sont des applications d'ailleurs de la formule de transfert. Donc, je rappelle que pour calculer l'espérance, on a la définition ou les formules algébriques, les propriétés algébriques qui sont issues de la linéarité. Troisième technique, la formule de transfert. Donc, elle est indiquée ici. Pour calculer l'espérance d'une loi, d'une variable image par une application petit f qui agit sur des réels et renvoie des réels, eh bien, on applique uniquement cette formule-là. Donc, je donne ici deux exemples que je vous laisse traiter, mettre sur pause si vous souhaitez les traiter en temps illimité. On prend une variable grand X qui suit cette loi, on demande de trouver la loi de son carré. Donc, première méthode, on regarde la loi de x carré. Donc ici, n'oubliez pas, il y a une petite erreur de frappe, il manque un carré. La probabilité que x carré va avec k. Vous avez ici dans la loi de x carré, vous en déduisez l'espérance. Vous voyez qu'ici, il y a eu un regroupement des images de moins 2 et de 2 puisqu'elles ont un carré. Et comme la fonction x carré n'est pas bijective, eh bien, vous avez un problème dans la loi qui vous oblige à faire des regroupements d'images. Avec la formule de transfert, point de tout ça, on applique directement une formule qu'on a admise ici. Et donc, vous voyez qu'en appliquant la formule de transfert, on obtient le même résultat. Voilà. Alors, la formule de transfert, elle a cette utilité qu'évidemment, elle permet de calculer des variances. Donc, j'aimerais qu'on parle des variances aujourd'hui. Donc, grand B, calculer la variance et l'écart type d'une variable aléatoire. Donc, comme il a été indiqué tout à l'heure, la définition de la variance, ce n'est pas la formule de Koenig-Huygens qu'on voit en terminale, c'est celle-ci. Je pense qu'en terminale, vous avez défini de toute façon la variance de cette manière-là aussi. Donc, ça, c'est la définition, il faut la connaître. Et ça, c'est la définition de l'écart type. Donc, l'écart type petit sigma de x qui est la racine carrée de la variance. Alors, là, tout de suite, on peut se poser quelques petites questions. Est-ce que l'écart type existe? Et à quoi ça sert de mettre une racine carrée? Première question, la réponse est immédiate. Vous voyez que calculer l'espérance de quelque chose au carré, donc l'espérance d'un objet au carré est toujours positive. Ce qu'on appelle la positivité de l'espérance. Je ferai signaler d'ailleurs que l'espérance à ce stade du chapitre, elle est linéaire et elle est positive. Alors, quelqu'un peut-il me dire quel est l'intérêt de mettre une racine carrée? Est-ce que vous savez pourquoi? Donc moi, l'argument que je donnerai pour expliquer qu'on met une racine carrée, c'est que le fait qu'on ait mis un carré ici, ça nous a fait perdre l'homogénéité. Imaginez que grand X soit en euros. Imagine que grand X soit un gain en euros. En euros, vous le soustrayez son espérance en euros. Donc vous obtenez des euros. Et quand vous mettez au carré ici, vous obtenez des euros au carré. Donc l'espérance des euros au carré, ça veut dire que ça va donner une variance dont l'unité, c'est des euros carrés. Évidemment, si vous voulez retomber sur un objet qui a un sens en termes de gain, il faut remettre une racine carrée par-dessus. Donc je pense que l'argument qu'il faut vraiment donner sur la raison de cette racine carrée, c'est l'homogénéité de l'unité de l'écart type. On n'a plus entendu là, monsieur. On n'a pas entendu. Ok. Donc, pour l'homogénéité du résultat de l'unité de la variance, eh bien, on met une racine carrée après avoir mis un carré. Au moins, si x est en euros, alors sigma de x sera aussi en euros, alors que la variance sera en euros au carré. V de x, on dit que c'est la moyenne quadratique. Quadratique, vous savez que ça veut dire carré. C'est la moyenne quadratique des écarts de x avec sa moyenne. Quand on fait x moins l'espérance, on fait les écarts de grand X avec sa moyenne. Et on en fait la moyenne de quadratique. Alors, j'avais déjà expliqué, mais peut-être que vous allez me le rappeler, pourquoi est-ce qu'on fait une moyenne quadratique des écarts à la moyenne et pourquoi on ne fait pas une moyenne arithmétique normale. Quel est l'intérêt de mettre des carrés pour calculer la variance? C'est pas pour avoir des écarts qui sont toujours positifs? Exactement. Le concept là du grand B, de la variance, c'est d'essayer de dépasser le résumé
c'est probabiliste. Et les médias ont récupéré, vous le savez, les médias ont récupéré à fond la théorie des statistiques, plus que des probas d'ailleurs, parce qu'ils n'y comprennent rien, mais la théorie des statistiques pour faire des unes. En fait, si vous avez des documents sources qui contiennent peut-être des millions de data, et puis à la fin, il y a un scientifique qui arrive, qui dit voilà, moi j'ai résumé ma série statistique, c'est la moyenne. Ou ça peut être, vous savez, la médiane. Vous savez que mais la différence entre la moyenne et la médiane, c'est que la médiane, elle est sensible aux valeurs, une des différences, c'est que la moyenne, elle est sensible aux valeurs marginales. Si vous avez des salaires très hauts et très bas, série statistique, la moyenne va être influencée, alors que la médiane ne va pas l'être. Parce que la médiane, c'est la valeur qui est située plus ou moins au centre de la série statistique lorsqu'elle a été rangée par ordre croissant. La médiane et la moyenne sont des indicateurs de position, on dit. Ils permettent de savoir par un chiffre quelle serait la valeur globale qu'il faudrait donner à la série pour que la moyenne de la série soit égale à la moyenne de la série constante égale à la moyenne. C'est ce que vous faites quand vous faites une moyenne de notes. Vous avez 10 notes. Quand vous dites que vous êtes 12 de moyenne, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez eu que des 12. Sauf qu'en fait, évidemment, quand on fait ça, on perd énormément d'informations. Et une répartition des notes dans la série. Et pour un problème sociologique, pour un problème mathématique, c'est une chose. Mais pour un problème sociologique, c'est énorme. C'est-à-dire, en fait, dire que la médiane ou la moyenne de 1100 euros, c'est une chose. Mais on oublie de dire, dans ce cas-là, que ce n'est pas la même société, une société où tout le monde gagnerait 1400, ou une société vers laquelle on tend, c'est où il y a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. C'est évident. N'importe quel scientifique qui s'intéressera à ce problème devrait dire la médiane ou la moyenne ne suffisent pas à résumer la série. On a besoin d'autres indicateurs. Et bien, parmi tous les nombreux indicateurs dont on va avoir besoin, le deuxième le plus important, c'est l'indicateur sur l'écart type. D'ailleurs, même plutôt l'écart type. Quand nous, on fait des moyennes de notes sur nos fichiers Excel, on met la moyenne de tous les types. On voit de semestre en semestre ou de DS en DS si la moyenne monte ou descend, d'accord, mais surtout si l'écart type grandit ou diminue. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est ça. C'est est-ce que la classe est en train de devenir hétérogène ou plutôt homogène. Si vous voulez faire la statistique, il faut absolument maîtriser la variance, parce que c'est un indicateur de dispersion qui donne énormément d'informations de deuxième ligne, on va dire. C'est comme dans un développement limité, en gros. Vous avez une fonction f, vous voulez l'approcher au voisinage d'un point. Première approximation complètement naïve. Pour approcher f en 0, je l'approche par f de 0. Et vous savez que c'est très imprécis, parce que ce n'est pas local, quoi. C'est qu'en un point. Si vous voulez gagner un petit peu sur les côtés, vous gagnez la décision par développement limité. Et plus vous êtes en développement limité, plus vous êtes précis, et plus vous pouvez gagner en localité et dire que donc, votre approximation, elle est plus en un point, mais elle est sur un petit segment qui est de plus en plus large. Eh bien, c'est un peu ça. La capteur naïf, enrichissent en tout cas la connaissance de la moyenne. Donc pour la variance, comme disait, quand on a discuté avec Simon tout à l'heure, la variance a pas effectivement à cause de la tendance du carré. Alors, j'en ai parlé au PTSI 2, mais je peux en parler au PTSI 1, là c'est l'occasion. Il existe d'autres moyennes. Il y a la moyenne quadratique, il y a la moyenne quadratique, c'est la moyenne qu'on utilise pour la variance. Et puis, il y a la moyenne qu'on appelle la moyenne, la norme 1. C'est non pas la moyenne des carrés, ce n'est pas la racine de la moyenne des carrés, c'est la moyenne des valeurs absolues. Parce que tant qu'à rendre les gens positifs, on peut les rendre positifs ou par un carré ou par une valeur absolue. Eh bien, il existe donc d'autres types de moyennes qui permettraient de définir d'ailleurs très bien la dispersion d'une série. Mais ce n'est pas ça qu'on a choisi ici. La variance, c'est la moyenne l'écart type, c'est la moyenne quadratique des écarts. Ok, alors B1, la première formule qui permet de calculer pratiquement la variance, c'est la formule de Koenig-Huygens. Alors Koenig, vous le verrez souvent écrit avec OE, parce que c'est le haut tréma pour les germanistes, Koenig, le roi.
Koenig. Donc, c'est la formule qu'a utilisée Lola tout à l'heure. Et on y va, on la démontre. Donc, je vous ai mis la première étape du raisonnement. Je vous laisse trouver la suite. Donc, voici la démonstration de la formule de Koenig-Huygens. Première étape, on développe par identité remarquable l'intérieur de l'espérance. Deuxième étape, on applique la linéarité de l'espérance. Et on remarque une chose importante, c'est la petite utilité de la démonstration, c'est que l'espérance de x que j'ai surlignée ici, elle est réelle, alors que x est une fonction. Donc ce que j'ai surligné, c'est un scalaire. Donc par linéarité de l'espérance, vous avez l'espérance de x2 moins 2 espérance de x jaune qui est réelle, qui sort de l'espérance, comme ça. Donc moins 2 espérance de x, le tout fois espérance de x. Plus l'espérance de l'espérance. Et comme l'espérance ici de x carré, il manque une... non, il ne manque pas de parenthèse, c'est bon. Comme l'espérance de x carré ici, elle est constante, vous savez que l'espérance d'une constante, c'est la constante elle-même. Et donc, on obtient la formule de Koenig-Huygens par moins 2 plus 1 égale moins 1. Voilà. Donc, c'est en général cette formule-là qu'on utilise. Donc, il faut la connaître sur le bout des doigts. Si on vous demande de calculer une espérance, en général, on passe par là, quoi qu'il en soit. Alors, on peut le faire sur l'exemple numéro 8. Allez-y. On reprend l'exemple précédent. Donc l'exemple numéro 8, c'était celui-là. Ici. Je vous laisse écrire la variance et on continue. Donc, comme on vient de le voir dans l'exemple numéro 8, le calcul de la variance, c'est un calcul fastidieux. Puisque vous avez besoin de calculer d'abord par la formule de transfert l'espérance de x2. Ça encore, ça va aller. Et après, il faut mettre au carré l'espérance de x. Donc, si l'espérance de x est simple, ben, vous l'avez calculé au préalable. Vous n'avez plus qu'à faire une soustraction. Et sinon, vous avez donc deux problèmes qui se posent, l'espérance de x et l'espérance de x carré. Alors, lorsque les lois sont simples, comme dans l'exemple numéro 8, on peut s'en sortir puisqu'il n'y a que 4 valeurs possibles de la variable aléatoire. Mais dans les exemples précédents, rappelez-vous, qu'on a vu en début de chapitre, on avait des variables aléatoires qui prenaient n valeurs ou n plus 1. Voilà. Donc, on va avoir besoin souvent de stratagèmes, exactement comme dans l'exercice numéro 1 que vous avez à faire pour aujourd'hui. Technique B2 pour trouver la variance d'une variable aléatoire. On utilise le corollaire suivant. On va faire apparaître de force, alors ça ne marche pas à tous les coups, ça marche dans certains types d'exercices et pas dans d'autres, mais c'est quelque chose assez classique qui fait écho d'ailleurs aux techniques sur les séries génératrices que vous verrez l'année prochaine. Voilà l'idée. L'idée, c'est que vous allez avoir besoin, parfois, de faire apparaître dans votre somme un k-1 fois p de x égale k qui va provenir d'une dérivée double. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de calculer l'espérance de xx-1. Mais si vous calculez l'espérance de xx-1 et que vous développez, vous obtenez évidemment une partie de la variance, mais ce n'est pas la variance tout entière. Quand on développe l'espérance de xx-1, ça fait espérance de x2, youpi, moins espérance de x, pas youpi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait moins espérance de x plus espérance de x. Donc, moins espérance de x plus espérance de x, ça simplifie. Et qu'est-ce qui reste? Il reste bien, puisqu'ici on a recopié le dernier facteur de Koenig-Huygens, on retrouve bien la variance. Donc la démonstration, ça y est, on met de la ferme. Donc on y va, on regarde l'exemple numéro 10. Et donc là, on va faire exactement le même calcul que tout à l'heure, que celui qu'a fait Lola, mais on le met dans le cours parce que c'est tellement pratique et classique qu'il faut savoir le faire. Donc, je reprends l'exemple numéro 1. Donc, dans l'exemple numéro 1, on avait introduit la fonction, je l'ai appelée Q ici pour pas, parce qu'on l'avait appelée P, mais comme P c'est la lettre pour les probas, je préfère l'appeler Q ici, le polynôme, pour éviter les confusions. Donc je rappelle que si on introduit ce polynôme, x plus 1 puissance n, en le dérivant une fois, ça peut nous permettre d'obtenir le k qui tombe à côté du coefficient binomial et qui va nous donner donc à terme l'espérance.
Et si on dérive 2 fois, ça va nous donner la variance. Donc voilà ce qui va se passer exactement. Si vous voulez trouver la variance d'une variable aléatoire qui fait intervenir des coefficients binomiaux, et bien vous allez procéder comme suit. Alors je rappelle à tout le monde, dans l'exemple numéro 1, vous l'avez peut-être sous les yeux, je rappelle que la probabilité de x égale k était égale à k parmi n fois 1 sur 2 puissance n. C'était ça qu'on avait obtenu pour la loi de x. Donc voilà, moi ce qui m'intéresserait, c'est de trouver la variance de ça. Alors Lola, tout à l'heure, nous avait proposé la même technique que ce qu'on va faire là. Hein. C'est exactement pareil, sauf qu'en fait, juste on va le rédiger différemment. Donc, comment est-ce qu'on rédige nous? Eh bien, on dit, le corollaire nous demande d'exprimer l'espérance de x(-1). On voit bien qu'on veut calculer l'espérance d'une fonction appliquée à une variable aléatoire. Donc, on va appliquer simplement la formule de transfert. La formule de transfert qui dit que l'espérance de x(-1), vous pouvez rajouter une étape intermédiaire si vous le souhaitez, que je n'ai pas écrite ici. Donc, si P si X a la loi d'en haut, alors l'espérance de x(-1) d'après la formule de transfert est donnée par celle-ci. Et donc, vous avez la suite dans le cours. On remplace P de x égale K par son expression. Et donc, on repère aisément qu'en dérivant 2 fois le polynôme Q, eh bien, il va exactement tomber le K-1 dont on avait besoin, fois x puissance K-2. Alors ici, le x puissance K-2 ne va pas nous poser problème, puisqu'on va remplacer x par 1. Et Q seconde de 1 va nous donner exactement la somme attendue, sachant qu'on avait déjà factorisé par 1 sur 2 puissance n, qu'on avait sorti par linéarité de la somme. Voilà. Et donc, tout calcul fait, on obtient n-1 sur 4. Et donc, la fin, ce n'est plus que du calcul, puisqu'évidemment, ce qu'on avait soustrait, c'était l'espérance de x, et bien on le rajoute. Et comme l'espérance de x, on l'avait déjà calculé dans la question d'avant, et qu'on avait trouvé n sur 2, eh bien, tout calcul fait, on obtient que la variance de x, c'est n sur 4. Et monsieur, Oui? comment on pourrait faire une phrase pour mettre la variance dans la vie de tous les jours, quoi. Par exemple, dans ce problème-là, comment on pourrait... Alors, quelle est la signification numérique de la variance? Ouais. Ben, c'est tout un problème. Et ça, c'est vraiment un problème crucial que tu poses. Et justement, je voulais en parler après, hein, mais on peut en parler tout de suite que tu poses la question. Autant l'espérance, c'est facile à comprendre. La moyenne, c'est bon, on comprend tout de suite. Ça, on s'en sert tous les jours dans nos notes et compagnie. Le problème de la variance et de l'espérance et de l'écart type, c'est qu'en soi, le résultat numérique de la variance et de l'écart type n'ont pas de sens en soi. Ils n'ont de sens qu'en lien avec la loi qui régit la variable aléatoire. Et ça, c'est en lien avec ce que vous avez fait l'année dernière avec les intervalles de confiance. Vous savez que dans les intervalles de confiance, vous avez des formules qui font intervenir l'écart type. Si vous connaissez la loi de votre variable aléatoire, en particulier si c'est une loi normale, vous avez une gaussienne. La question, c'est que vous savez que les variables, les indicateurs, les paramètres de la loi normale vous permettent de savoir si la gaussienne elle est large ou si elle est étroite. Une gaussienne très étroite, c'est une gaussienne qui a un petit écart type. Une gaussienne qui est large, c'est une gaussienne qui a un grand écart type. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on peut, connaissant la variance et donc l'écart type, trouver des intervalles de confiance autour de la moyenne qui permettent de s'assurer à plus de 95% que, je ne sais pas, que plus de 50% des valeurs de la série soient entre x moins epsilon et x plus epsilon, où x c'est la moyenne. Donc en fait, ça vous permet de savoir si votre tas de sable, ça vous permet de connaître la largeur de votre tas de sable en gros. Mais ça marche parce que pour les lois normales, il y a des formules qui permettent de trouver les intervalles de confiance. Si la loi n'est pas normale, eh bien malheureusement, la variance que vous allez obtenir, elle n'a pas de sens en soi, elle n'a qu'un seul intérêt, c'est que si vous avez deux variables aléatoires qui ont des moyennes, donc des espérances identiques, mais des variances différentes, vous pouvez savoir laquelle est la plus homogène, laquelle est la plus hétérogène. Donc ça vous permet de comparer la dispersion des variables aléatoires. Voilà le seul intérêt en fait de la variance véritablement à notre niveau,
Elle permet de comparer des séries entre elles, des variables aléatoires entre elles. Elle ne permet pas véritablement de donner un sens quotidien, concret à la variance. Donc, ce qu'on vient de voir… Juste, monsieur, Oui, pourquoi s'embêter à faire tout ça alors qu'on ne pourrait pas utiliser la formule d'avant? la formule de Koenig-Huygens. Oui. Le problème de la formule de Koenig-Huygens, c'est de l'appliquer ici. Mais comment tu vas faire pour calculer la somme des k carrés fois k parmi n? Ah, ok, d'accord. On ne sait pas faire. Ok, d'accord. Et en fait, la technique pour trouver la somme des k carrés k parmi n, même si on n'utilise pas les dérivées secondes, c'est de faire apparaître le kk-1, parce que le kk-1, il permet de manger la factorielle qui est au dénominateur. Dans le k parmi n, tu as du k factoriel au dénominateur. Si tu veux que le kk-1 qui est sur le numérateur soit si tu veux que le k carré soit mangé par la factorielle, eh bien, il ne sera pas mangé. Il n'y a qu'un seul k qui va être barré. Le deuxième k, il va rester. Eh bien, la technique algébrique, même sans passer par les dérivés, qui permet de calculer ces sommes-là, c'est celle qui consiste à faire apparaître de force le kk-1. Donc, dans tous les cas, pour ce genre d'exo, il faut faire comme ça. Toujours. Et en plus, je vous le présente comme ça parce que, comme l'année prochaine, vous allez voir les séries entières, vous allez voir que quand vous allez devoir calculer des séries entières, très souvent, il faut penser à les voir comme des dérivés ou des intégrales. Donc, au-delà du problème de variance qu'on est en train de traiter, ce qu'on est en train de faire là, c'est des choses que vous allez faire beaucoup en analyse. Donc, autant en parler avec le prétexte des probas. Alors, toutes ces formules-là, en fait, j'aime bien faire des calculs avec vous au préalable avant de vous donner les formules magiques. Mais il s'avère qu'il va y avoir des formules magiques pour trouver les variances et les espérances des lois usuelles. Et en fait, la loi qui régit le tirage de n pièces successives, n pièces successivement, les pièces étant équilibrées, eh bien, c'est une loi binomiale. Autrement dit, les formules qu'on obtient là sont des cas particuliers de loi binomiale. Mais, comme toujours, notre propos ici, dans le cours de mathématiques, ce n'est pas de vous faire apprendre par cœur des formules, c'est de vous permettre d'avoir des outils qui vous permettront un jour, je l'espère, de dépasser de loin ces connaissances qui ont 200 ans, quoi. Donc, si vous maîtrisez les fondements, vous pourrez les dépasser. Sinon, vous appuierez sur les boutons de votre calculatrice. Voilà. Troisième chose, effectivement, la question qu'on a envie de se poser, c'est quelles sont les propriétés algébriques de la variance? Alors, on a totalement perdu la linéarité, donc attention à écrire en premier lieu, en premier chef. On n'a plus du tout de linéarité à cause de la présence du carré dans la variance. Et même en mettant la racine carrée par-dessus, la racine carrée du carré, je rappelle que c'est la fonction valeur absolue, donc qui n'est pas linéaire. Moralité, vous perdez totalement la linéarité pour la variance et pour les quartiers. Alors cependant, il y a quand même des propriétés sympathiques qui vont apparaître, et vous allez voir que même plus tard dans le chapitre, en fin de semaine, je vais vous donner d'autres formules algébriques, et là c'est un petit peu trop tôt. Donc, les 3 choses à savoir sur ces indicateurs, sur ces nouveaux opérateurs. La variance d'une variable aléatoire réelle constante est nulle. Alors ça, c'est facile à démontrer. Parce que si elle est constante, ça veut dire qu'elle a une dispersion qui est nulle. Il n'a pas de dispersion. Puisqu'elle n'a pas de dispersion, alors la variance est nulle. Donc ça, c'est très facile à retenir à partir du moment où vous savez à quoi sert la variance. Alors, pour la démonstration, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on l'a fait. La démonstration, on l'a fait grâce à la définition, puisque la définition, rappelez-vous, la définition de la variance, c'est la moyenne quadratique des écarts à la moyenne. Donc, si une variance est constante, si une variable aléatoire est constante, elle est égale tout le temps à sa moyenne, donc les écarts sont tous nuls. Ensuite, la variance est invariante par translation, c'est-à-dire que si tu ajoutes, pour tout lambda réel, si tu ajoutes lambda à une variable aléatoire, alors tu ne changes pas sa variance. Pourquoi? Ben, pensez à la gaussienne, pensez à n'importe quelle distribution statistique. Vous avez une gaussienne, vous la translatez. Bing, bing. La translater, ça ne modifie pas sa dispersion. Donc, algébriquement, on ne fait pas la preuve parce que ce n'est pas utile, mais il est très facile de démontrer que la variance de x plus lambda, c'est égal à la variance de x. Il suffit d'appliquer la définition ou la formule de Koenig-Huygens. Et on va utiliser dans la démonstration, évidemment, que la variance d'une constante est égale à 0.
Et troisième chose, c'est la seule véritable propriété proprement algébrique qu'on ait qui résonne avec les espérances, c'est que la variance n'est pas linéaire, mais si on multiplie x par lambda, alors la variance de lambda x est égale à la lambda carré variance de x. Et le carré, évidemment, ne vous surprend pas, il vient naturellement du carré qui est dans l'espérance. La preuve est totalement immédiate. Hein. Et pour l'écart type, eh bien pareil, sauf que comme on rajoute une valeur absolue, une racine carrée, eh bien on obtient une valeur absolue de lambda qui sort fois l'écart type de grand x. Preuve immédiate que je laisse à votre appréciation si vous voulez les regarder. Alors je propose qu'on regarde les exemples 1. Vous vous rappelez que dans 1, il y avait plusieurs parties. Il y avait d'abord donc le tirage de pièces. Donc on vient de le faire à l'instant. On vient de trouver sa variance. On a trouvé n sur 4. Après, il y avait, rappelez-vous, un sous-exemple dans lequel je prenais le nombre de faces. Non plus le nombre de piles, mais le nombre de faces. Et je rappelle que le nombre de faces était n-x. Bon, eh bien, si vous ne voulez pas trouver la loi de n-x, vous pouvez quand même trouver sa variance grâce aux propriétés algébriques. Pourquoi? Eh bien, la variance de n-x, d'après la formule qui est d'après les 3 points précédents, puisque vous translatez votre variance, votre variable aléatoire moins x de petit n, et petit n étant une constante, eh bien vous ne modifiez pas sa variance. Et ensuite, variance de moins x, eh bien ça fait, regardez, moins 1 au carré fois variance de x. Donc la variance de moins x est égale à la variance de x. Franchement, ça ne choque pas, parce que rappelez-vous, x et n-x avaient la même loi. On l'avait démontré. Donc, puisque x et n-x ont la même loi, ce n'est pas étonnant qu'elles aient la même variance. Deuxième exemple, la variance du premier gain. Vous vous rappelez, j'avais dit, on gagne 2 euros, on gagne 2K moins 10 euros quand on fait K pile. Donc ça correspondrait, vous voyez, vous misez 10 euros, vous misez 10 euros au départ, donc vous perdez 10 euros de facto, et après vous regagnez 2 euros par pile. Vous voulez savoir s'il y a un grand risque à jouer à ce jeu. Le risque est quantifié par la variance. En particulier, enfin, il n'y a pas que la variance, il y a la moyenne du gain, c'est l'espérance, et puis après, est-ce que vous allez avoir des gains moyens, est-ce que vous, dans vos jeux aléatoires, vous allez avoir des gains qui vont être dispersés par rapport à l'espérance, eh bien c'est la variance qui vous donne le résultat. Ben, regardez ça. Évidemment, le moins 10 ne modifie pas la variance. Et attention, par contre, variance de 2x égale 4 variance de x. Alors, par contre, l'écart type de G1, c'est bien 2 fois l'écart type de x. Mais on ne peut pas parler de linéarité. Et enfin, eh bien, si vous devez calculer la variance de G2, donc G2 c'était x carré moins 4x, et bien là, j'ai mis explicitement des points d'interrogation. Si vous arrivez là, vous êtes coincé, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas utiliser la linéarité, elle n'est pas vraie. Donc vous n'avez qu'un seul choix, c'est de revenir à la définition de Koenig-Huygens. Donc vous êtes obligé de remplacer votre grand X par x carré moins 4x. Vous faites espérance de x2 moins espérance de x, le tout au carré. Donc ce sont des gros calculs que je ne vous présente pas ici, qui n'ont pas grand intérêt. OK? Alors, je vous laisse faire ce petit exemple très intéressant, très classique. Exemple numéro 12. On se donne une variable aléatoire grand X qui n'est pas constante, et je vous demande de me trouver 2 scalaires réels M et S, tels que la variable que je vais appeler x étoile, définie par x moins m, le tout sur S, elle soit centrée, donc je rappelle centrée, ça veut dire d'espérance nulle, et elle possède un écart type égal à 1. Voilà, donc la correction est ici, elle est très simple à rédiger. On veut que donc l'espérance soit nulle et que l'écart type soit égal à 1. On remplace x étoile par sa définition, on applique la linéarité de l'espérance ici, on applique la propriété de la variance ici, et comme l'espérance de petit m égale à m, on obtient que petit m c'est l'espérance de x, et que d'autre part, comme la variance de x moins m c'est la variance de x, puisqu'm est une constante, on obtient que petit s, celui qu'on cherchait, c'est l'écart type. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, et peut-être que vous avez dû rencontrer dans les lois normales.
Parfois, les lois normales, on les normalise, justement, et on voit souvent apparaître dans les formules du terminal ces objets-là. Oui, dis-moi. Moi, juste pas bien compris comment on sortait 1 sur s carré pour la variance. C'est la formule que j'ai donnée ici, que je n'ai pas démontrée, hein, mais la variance de lambda Ah x, oui, c'est lambda carré fois variance de x. Et la démonstration, Ok. regarde, ça sort tout seul. Il faut venir à la définition. Si on remplace x par lambda x ici, là il y a un lambda, là il y a un lambda, ça fait sortir par linéarité de l'espérance, le lambda se factorise. Et comme il est dans le crochet, ça fait lambda carré fois le crochet, et lambda carré sort de l'espérance par linéarité de l'espérance. Ok, Des merci. questions? Donc c'est super classique. Quand vous soustrayez à une variable aléatoire son espérance, vous la centrez. Et quand vous divisez le résultat par l'écart type, vous normalisez sa dispersion. Parce que vous savez, quand vous divisez une fonction par S, vous créez une affinité sur l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. On peut le voir aussi sur les abscisses, mais sur les ordonnées. De moralité, vous écrasez vos gaussiennes ou vous les dilatez. Et en écrasant une gaussienne, en fait, vous normalisez sa dispersion. Si elle était très, très, très serrée, vous l'élargissez. Et si elle est très large, en l'étirant, vous la resserrez. Donc, vous normalisez sa dispersion. Voilà. Donc, l'écart type, il sert à ça, en fait. À rendre la série de variance, la série statistique de variance 1. Voilà. Et pour terminer, donc, B4, justement, j'avais répondu un peu à cette question tout à l'heure, et donc, ici, on l'écrit. C'est que l'espérance et la variance, on peut les interpréter dans des exercices. Alors, ça sera plus demandé à l'oral qu'à l'écrit, à mon avis. À l'écrit, on ne peut pas vous demander de faire du blabla sur qu'est-ce que ça signifie, puisque, en fait, ce sont des interprétations, tout ça. Donc, premièrement, l'espérance de x, c'est la valeur moyenne de x. Bah oui, j'écris la moyenne ici, mais j'écris l'espérance plutôt. Interpréter l'espérance et la variance. Donc, l'espérance, c'est la valeur moyenne. Et la variance, c'est un indicateur de dispersion de grand X. Et je signale, comme on a dit tout à l'heure, que la valeur de V de x, elle n'a pas de sens en soi. Elle a un sens si on connaît la loi. Et elle permet de recourir aux notions d'intervalle de confiance qui sont liées à la théorie de la fluctuation d'échantillonnage en lien avec la loi faible des grands nombres qu'on verra en fin de semaine. Donc, je propose l'exemple numéro 13 pour qualifier un peu ces deux propriétés. On lance 2 dés à 6 faces. 2 dés équilibrés à 6 faces. D'accord? Premier jeu, on gagne 8 € si on tombe sur 5 ou 6. Sur l'un des 2 dés, on perd 10 € sinon. Deuxième jeu, on gagne 350 € si on tombe sur 2, 6. Et on perd 10 € sinon. Et on demande de trouver l'espérance et la variance des gains associés à ces jeux et de les interpréter. Donc, voici où on en est. On en est donc pour trouver l'espérance du premier jeu. D'abord, on trouve la loi. Donc, pour trouver la loi, on va introduire l'événement grand A, avoir ou un 5 ou un 6 sur les 2 dés. L'idée étant de passer par l'événement contraire, ni 5 ni 6 sur les 2 dés. On obtient aisément, je vous laisse regarder le détail, par écu probabilité d'issue, que la probabilité de cet événement, c'est 5/9. D'où le tableau de loi qui est ici, qui vous permet de trouver tout de suite l'espérance qui est égale à 0 et la variance qui est égale à 80. Alors, on se pose la question de quel est le sens de cette variance ou de l'écart type qui vaut racine de 80. Eh bien, pour lui donner un sens, on va comparer donc cette série probabiliste à une autre série. Et donc, on va faire le jeu numéro 2. Donc, c'est parti. J'enregistre. Donc, pour le jeu numéro 2, voici le gain, c'est immédiat. On obtient une espérance toujours nulle et une variance, par contre, qui vaut plus 80 cette fois, mais 3500. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez prendre les détails de calcul. Interprétation, les voici. Sur un grand nombre de répétitions de l'épreuve de lancer de 2 dés, on a en moyenne une espérance de gain nulle sur les 2 jeux. Pour la variance et l'écart type, les valeurs de G2 sont beaucoup plus dispersées que celles de G1. Il est donc beaucoup plus risqué de jouer au jeu 2 qu'au jeu 1. Alors, on va aborder maintenant la partie la plus élaborée du chapitre. Maintenant qu'on a appris à
à identifier, à définir les objets de base qu'on rencontre à chaque fois en probabilité. Maintenant, on va essayer de les appliquer à des lois usuelles. On fait exactement pareil que dans tous les autres chapitres, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par les rudiments, et puis après, on regarde des cas classiques, canoniques, sur lesquels on va donc, dont on va énoncer les paramètres. Et une fois qu'on aura trouvé ces paramètres-là, qu'on les aura démontrés dans le cas général, on pourra utiliser les formules d'espérance et de variance qu'on va obtenir dans cette partie-là, dans les exos. Parce que le concept est que les lois usuelles, on les rencontre tellement souvent qu'on ne va pas refaire à chaque fois les mêmes calculs. Une fois suffira. Donc, au niveau des lois usuelles, alors il y a de très nombreuses lois usuelles discrètes. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup plus dans l'univers infini que fini. Donc, l'année prochaine, vous en verrez quelques autres, lois de Poisson et lois géométriques en particulier. Dans les univers finis, il y en a moins, mais il y en a quand même plus que celles qui sont au programme de PTSI. En PTSI, on n'a pas grand-chose. On n'a en fait que 3 lois véritables. On a la loi uniforme, la loi de Bernoulli et la loi binomiale. Sachant que la loi de Bernoulli, c'est une loi qui est totalement triviale. Donc, en fait, on n'a que 2 lois véritables. Donc là, à la fin de l'année, normalement, ce que vous êtes capable de faire, c'est quand vous avez un problème de proba, ou vous le traitez par un dénombrement, ou vous le traitez par des probabilités conditionnelles, ou bien vous repérez une loi usuelle. Et si vous arrivez à repérer une des 2 lois usuelles de sup, ça vous permettra de gagner du temps par rapport à celui qui recompte tout. Alors, naturellement, a priori, on serait en droit de dire un étudiant compétent, c'est un étudiant qui sait tout retrouver rapidement. Évidemment. Mais, comme vous allez le voir, les lois binomiales, pour retrouver leur formule générique, c'est un petit peu long. Donc, pour les lois binomiales en particulier, je vous conseillerais d'apprendre les formules. Pour les lois uniformes, non, vous allez voir, c'est très facile. Pour les lois uniformes, on peut refaire des calculs à chaque fois, c'est très simple. Alors, grand 3, loi usuelle. Vous avez donc 2 lois essentielles à identifier, à reconnaître. Grand A, reconnaître une loi uniforme. Donc, voici la définition, on ne va pas vous surprendre, vous la connaissez déjà sur le bout des doigts. On dit qu'une variable aléatoire grand X suit une loi uniforme sur l'ensemble de réels x1, x2, xn. Et on va noter x, petite flèche parapluie. Cette petite flèche arrondie, là, ça se lit suit une loi. Donc x suit une loi uniforme sur x1, x2, xn. Et bien ça signifie que l'univers image vaut x1, x2, xn et que la probabilité de tous les xk vaut 1 sur n. Voilà ce que ça signifie une loi uniforme. Donc on a une multitude d'exemples classiques. Par exemple, les tirages de pièces. Si vous tirez une pièce à pile ou face, équilibrée du moins, vous avez une chance sur 2 de tomber sur pile et sur face. Donc la variable aléatoire qui va compter le nombre de piles, 0 ou 1 donc, elle suit une loi uniforme de paramètre 1,5. Alors, on ne dit pas vraiment 2 paramètres 1,5, on dit juste une loi uniforme sur l'ensemble 0, 1. 0 pour 0 pile, 1 pour 1 pile. X suit une loi uniforme si ces valeurs sont équiprobables. Voilà ce que ça signifie être une loi uniforme. Et donc, pour terminer la séance, les exemples 14 et les exemples 15, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez avoir le temps de chercher ces exercices. Donc, d'une part, grand N suit bien la loi uniforme sur l'ensemble des entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque le D est équilibré. Et ensuite, si X suit une loi sur l'ensemble des entiers de 1 à n, alors il est très facile de calculer son espérance et sa variance. D'abord son espérance en calculant la somme arithmétique, et ensuite sa variance par la formule de Koenig-Huygens, par la formule de transfert, puis en se rappelant que la somme des k carrés est une somme classique, qui vaut nn plus 1, 2n plus 1 sur 6, qui, toute simplification faite après factorisation par n plus 1, évidemment on ne développe pas, parce que le plus pratique c'est de factoriser, eh bien on obtient n carré moins 1 sur 12, calcul extrêmement classique, mais évidemment ne pas apprendre par cœur. Pour les lois uniformes, on refait les calculs à chaque fois, en général. Les seules lois pour lesquelles on vous demandera d'avoir de l'humoriser, en fait, ce sont pour les lois qui vont suivre la prochaine séance, à savoir loi de Bernoulli en première mesure et surtout loi binomiale. Merci à tous.